Bonjour à tous, salut, c'est Alzi, on va commencer d'ici quelques instants. À tout de suite. Aujourd'hui on va parler super pouvoir et en particulier parachutisme, mais parce que c'est ma passion. Je suis sûr que vous avez tous une passion. On va essayer de faire des parallèles avec toutes les choses pratiques et les choses à laquelle ça peut nous servir dans nos vies. À tout de suite. Salut à tous. C'est Alzi, bienvenue sur la chaîne Twitch. Merci d'ailleurs à Caroline du coup qui follow. Voilà, pour ceux qui connaissent pas le principe, les émissions elles ont lieu 3 fois par semaine. Le mardi, on fait des Jedi Classroom. Là, pour l'instant, on a déjà parlé d'entrepreneuriat, on a déjà parlé de jeux vidéo, on a déjà parlé de prise de parole en public. L'idée, c'est que je fais des présentations après pour mettre tout ça à plat, pour mettre tout ça par écrit. Et vous pouvez retrouver tout ça sur le site Instagram @magicien de la communication et aussi sur la page Facebook. Mais sur la page Facebook, je mets pas toutes les présentations effectivement, et puis après je les remettrai à la fin. En tout cas, c'est toujours en 10 slides et il y a tout le contenu dedans. Et vous avez aussi bien sûr tout qui est dispo sur le Discord. Le Discord. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de retours. J'aimerais faire un petit point d'ailleurs sur les retours. Ça fait déjà un mois que j'ai commencé l'émission. Ça se passe super bien. Je suis super content des retours. Et puis surtout des gens qui m'envoient leur CV pour que je leur regarde pendant l'émission du jeudi. Il y a des gens qui m'ont demandé plein d'outils aussi, des outils digitaux. Donc Discord, bah, clairement, peut-être que vous connaissez pour certains, mais c'est vraiment très très puissant pour pouvoir garder des groupes séparés, pour pouvoir discuter, pour partager de l'information. Et donc vous retrouvez tout le contenu de chaque avec toutes les vidéos, tous les exemples que vous pouvez retrouver sur ce site. J'ai aussi parlé de Notion et de Trello en début d'émission, au début des Jedi Classroom. Il y a quelques personnes qui m'ont posé des questions. Donc Trello, une super app, et Notion aussi. Alors Notion plus to-do list, partage de tâches avec les autres. Et puis Trello, moi plutôt avec moi-même. Et j'en parlais justement avec un futur invité qui sera là pour une des Jedi Classroom. Il a fait le Y Combinator à la Silicon Valley pour monter sa startup. Donc je pense qu'il aura pas mal de choses à nous dire. Et il me disait que Notion, lui, c'était son deuxième cerveau. Et moi, c'est vrai que je l'appelle pareil, c'est mon deuxième cerveau. Trello, ça, c'est très très pratique. Et si vous avez besoin d'idées ou d'aide sur des outils digitaux, eh ben, vous pouvez demander. En tout cas, j'en utilise beaucoup aussi dans l'émission. C'est ça l'émission. L'émission, c'est de développer ses idées, ses projets. Et moi, mon idée, mon projet, c'est de faire cette émission pour vous aider à développer vos idées et vos projets. Donc, autant que je mette tout en œuvre pour vous montrer que bah, y a un planning sur la semaine, on va faire des émissions, il va y avoir des thèmes, il va y avoir des invités. Le mercredi soir, il y a des invités. Et le mercredi après-midi à 18h. Et puis à 17h, je fais un petit point aussi sur Facebook. Et le jeudi à 20h, là, on fait un truc un peu plus fun ou alors du coaching. Du coaching, c'est-à-dire que là, la dernière fois, on a fait des reviews de CV. Ça a bien marché. Il y a eu beaucoup de retours sur LinkedIn, des partages et tout. Donc, merci beaucoup à tous. Et puis, j'ai fait aussi des reviews de sites internet, surtout de startups sur des pépites tech qui avaient levé. Et c'est intéressant de voir comment elles font leur site, quelle plateforme elles ont choisi. Alors, je sais pas si c'est Squarespace ou si c'est WordPress, mais en tout cas, elles sont toutes très très similaires. Et c'est assez intéressant de voir quel design elles utilisent. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de super pouvoirs parce que j'ai l'impression qu'on a tendance, et c'est comme avec la magie, hein, clairement ça fait le lien aussi, on a tendance à, une fois qu'on a déjà vu quelque chose ou une fois qu'on nous a dit quelque chose, on a l'impression d'avoir tendance à le connaître ou d'avoir tendance que ça fait ou de projeter ses idées dessus. Et effectivement, le parachutisme, c'est beaucoup d'idées reçues, beaucoup de projections, beaucoup de fantasmes. Et effectivement, moi, ça fait pas mal d'années que je fais ça. Donc du coup, je voulais prendre cette passion pour vous montrer qu'on peut l'appliquer aussi dans sa vie de tous les jours. Et clairement, se jeter dans le vide, ça apprend plus que s'amuser avec ses potes de l'avion. Euh, et c'est ça que je voulais un peu vous essayer de vous transmettre, de faire le bilan de vos passions. Qu'est-ce que ça vous permet de faire? On trouve ça normal parfois de tous ces échanges qu'on a avec les gens, mais en fait, tout le monde n'a pas cette chance, tout le monde ne peut pas aller prendre de l'information partout. Et c'est vrai qu'à l'heure d'Internet, il y a vraiment tellement de choses à faire.
que bah, moi j'ai suivi là la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'ai fait la masterclass d'Idrissa Berkane. C'était sur son plein potentiel. Il y avait des très bonnes idées, des bons concepts. Je vous la conseille aussi. Je crois qu'elle est un peu dispo. Elle tourne en ce moment en lien sponsorisé sur Facebook. Bon, après, elle tourne en lien comme toutes ces multitudes d'autres formations Facebook qui vous disent qu'ils vont vous vendre quelque chose pour vous aider à doubler vos clients et tout ça. Clairement, je voulais pas faire ça. Je voulais une approche plus pragmatique, plus directe, plus dans le dialogue aussi, pas sur un truc préenregistré. Donc c'est pour ça que bah, je me suis donné ce défi, ce challenge, de mettre tout à plat ces 10 ans d'entrepreneuriat, comment je les ai vécus, qu'est-ce que j'en retire et comment ça me permet de créer ce nouveau média qui est cette émission et plein de surprises que je vous prépare en tout cas pour la suite, pour les autres épisodes. Et voilà, il y aura de la réalité virtuelle, il y aura plein d'invités de ouf. Je suis vraiment content. Il y a plein de gens qui ont répondu présents, dont cette semaine d'ailleurs, peut-être que vous avez vu. Et ça va être vraiment, vraiment cool. Donc partons directement dans les super pouvoirs. J'espère que ça va fonctionner. Oh, le beau petit effet, c'est magnifique. On va aller directement dans la présentation. Et je regarde si ça marche bien et si vous avez le visuel. Parce qu'effectivement, moi j'ai Superman, mais j'ai eu un petit problème technique juste avant de commencer. Alors c'est pas bien grave, mais voilà, j'attendais juste pour voir si ça va marcher. Donc pourquoi nos super pouvoirs? Déjà, il faut se dire que, je vous disais, en tant qu'être humain, on communique tout le temps, mais aussi on est une machine pleine de biologie, de mécanismes qui sont vraiment bah, magiques, que je trouve magiques. Plus on s'intéresse à ça, plus on a envie d'en découvrir. Et c'est exactement comme le parachutisme. Donc, très sommairement, pourquoi le parachutisme? Les idées reçues et dans la pratique. Et je trouve que dans le parachutisme, il y a plein de parallèles à faire parce que c'est quelque chose que peu de gens connaissent vraiment, mais beaucoup de gens en ont entendu parler, ils ont peut-être vu des images, ils ont peut-être vu des vidéos Red Bull, et donc du coup, il y a toujours cet imaginaire qui travaille. Et en fait, on a parlé de prise de parole en public la semaine dernière, mais, mais que ce soit le parachutisme ou les prises de parole en public, on peut peut-être l'adapter à tout. Ensuite, on parlera un petit peu d'idées reçues, et puis dans la pratique, vraiment, concrètement, à quoi ça peut vous servir. Bien sûr, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Voilà, c'est interactif. Prenez un café si vous avez envie. J'espère que la musique et la voix, ça vous dérange pas trop. Je me suis dit qu'on allait mettre un peu de musique aujourd'hui, ce serait plus sympa. Donc pourquoi le parachutisme, cette passion donc depuis 2003 parce que j'avais 20 ans et cette passion bah, c'est pas moi qui l'ai commencé, c'est une petite pichenette du destin, c'est mon frère et mes potes qui m'ont offert non pas un saut en tandem mais le premier saut de la formation de la PAC, la progression accompagnée en chute et je vous en parlerai un petit peu plus après. Et donc, du coup, ce premier saut qui se passe bah, avec 2 moniteurs qui vont être dans l'avion avec vous, avec qui on va sortir ensemble. On a tous notre parachute. Ils vont s'accrocher à nous. Il y en a un qui va gérer la stabilité pendant que l'autre va gérer la communication. Est-ce que dans les airs, on peut communiquer? Alors, je vous dirais, c'est très similaire avec la plongée comme discipline. Et oui, on peut communiquer avec des signes quand c'est bien briefé, quand on sait ce qu'on va se dire. Le problème, c'est que lors d'un saut, surtout son premier, on peut être stressé, on peut être paniqué. Et du coup, est-ce qu'on peut bien communiquer? Donc, du coup, vous allez avoir cette autre personne qui gère la stabilité et l'autre la communication, au moins pour vous dire d'ouvrir votre parachute. Et une fois que vous aurez ouvert, les 2 personnes vont aussi ouvrir leur parachute et vous allez avoir à la radio quelqu'un qui vous voit, qui vous explique aussi et qui vous dit si vous êtes dans la bonne direction. Donc cette passion, et je pense que n'importe quel super pouvoir, n'importe quelle chose que vous faites, vous l'avez développé aussi depuis que vous êtes petit. Vous savez communiquer, devenez magicien de votre communication. C'est pas pour vous apprendre à communiquer, c'est pour vous réapprendre des choses et surtout les conscientiser. Les conscientiser, pourquoi c'est important? Parce que si on s'en rend pas compte, on peut pas les utiliser.
Donc ce saut de leap of faith, cette passion en fait, elle a démarré pas volontairement, puisque après c'est moi qui ai décidé de continuer, mais en tout cas c'est cette petite pichenette du destin, ce petit coup cette petite aide. Et comme on en parlait avec Louis Augustin, qui a regardé un épisode de Lie to Me et qui est devenu synergologue, parfois il y a des petites choses dans la vie qui se passent comme ça et qui vont pouvoir vous accompagner sur plein de temps. Et pourquoi? Qu'est-ce que vous y trouvez? Pourquoi ça devient une passion? Pourquoi ça devient un super pouvoir? Moi, je vais vous expliquer ce que j'y ai trouvé, mais j'espère que vous pourrez aussi faire le parallèle, bien sûr, avec votre situation. Donc, en 17 ans, j'ai fait 550 sauts. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas du tout énorme. Ça permet d'avoir un statut de confirmé, de licencié. Mais par contre, euh, je- les gens que je connais qui sont dans ce milieu-là vont plutôt être autour forcément des 1000 sauts et plus, puisque pour avoir son brevet d'état, son BE, il faut avoir minimum 1000 sauts. Alors après, par contre, ce qui est trop cool pour moi et là où j'ai de la chance, c'est que ces 550 sauts, en fait, je les ai fait un peu partout dans le monde. Alors partout, non, quand même pas, mais pas mal aux États-Unis, surtout sur la côte ouest, un peu en Europe, surtout en France, beaucoup en France. Et puis une fois, j'ai sauté en Thaïlande, à Pattaya, voilà. Mais sinon, en tout cas, ça permet aussi de voyager. Et bon, après, faut emmener son sac, c'est toute une expédition. Mais en tout cas, ça permet de pouvoir voir les choses autrement et d'aborder une destination voyage parfois sur une autre direction. Et après, c'est assez similaire avec les gens qui font du parapente, les gens qui font du surf. On aime bien aller dans différents endroits, trouver la vague. Et puis trouver la vague, c'est pas que l'environnement, c'est aussi les gens, c'est trouver la vibe en fait. Donc ça a aussi un attrait le parachutisme parce que on va pouvoir côtoyer plein de gens différents. Donc cette map en fait, ça se trouve sur dropzone.com et après vous mettez n'importe où vous allez pouvoir quelle est la drop zone la plus près. Sachez que par contre, si vous allez dans un autre pays, ce genre de choses, il faut quand même bien se renseigner avant si vous voulez faire un saut en tandem. Sauf peut-être en Nouvelle-Zélande où vous voyez il y a un petit 18 sur la Nouvelle-Zélande et effectivement c'est des fanas du parachutisme et du coup ils sont alors je vérifie juste. Ah, ok, c'est bon, si on avait tout le bon son et tout ça, c'est tout bon. Ok, donc voilà en fait pourquoi, parce que ça m'a accompagné et ça m'a permis en fait de développer différentes skills, soft skills. C'est pas des choses ce qu'on peut voir, c'est des choses qui se font si on a envie qu'on les fasse, si on a envie de les conscientiser. C'est exactement ce que je veux dire. Et une des premières choses, et je pense que ça c'est vrai pour tout, le parachutisme, l'entrepreneuriat, les projets, euh, c'est ça m'a permis de changer de perspective. Et parfois on a envie de s'obliger, se dire non, c'est pas comme ça que je dois voir les choses. Là, on le force en fait, c'est mécanique. Si on va dans un avion, qu'on regarde de haut, qu'on se jette de l'avion, il y a tellement de perspectives qui vont changer. Et en fait, on va vraiment confronter ses peurs versus sa satisfaction. Et c'est là où le système 1 et le système 2, moi je trouve que c'est très intéressant, puisque effectivement, cette satisfaction, elle va être travaillée, elle va mettre du temps à arriver, et ça va être un travail sur soi, on va dire. Et puis cette peur, c'est les choses qui glacent tout le temps, qui sont les premières réactions intuitives, qui sont les mécanismes automatiques. Et comme dans un projet, en fait, parfois on procrastine parce que on a peur d'arriver plus vite, peur de réussir, vous savez, c'est ce qu'on dit. Mais effectivement, euh, comme j'avais dit dans l'entrepreneuriat, en fait, on s'attend jamais à ce qui va se passer, puisque peu importe le rendu que les gens ont pu vous en faire, sans l'avoir vécu, vous pouvez pas en avoir fait l'expérience globale. Et forcément, les gens, quand ils vont vous en parler, ils vont dire oui, c'était génial, oui, j'ai pas du tout aimé. Mais en tout cas, ils pourront pas vous faire passer l'essentiel, la totalité de l'expérience, puisque la totalité de l'expérience, elle va passer par vos sens et comment ils sont filtrés, comment l'information est filtrée en fonction de l'expérience que vous avez vécue, en fonction des gens qui sont là, en fonction de ce qu'ils vous ont dit, en fonction de leur état d'esprit,
de leur énergie. Et donc, je pense que dans tout projet dans la vie, il y a forcément cette peur versus cette satisfaction. Et alors le parachute, c'est gratifiant puisque sauter d'un avion et puis atterrir, on peut se dire, waouh, j'ai vaincu ma peur. Alors non, c'est pas forcément que vaincre sa peur, mais en tout cas c'est ouvrir le dialogue avec sa peur et mieux comprendre que si on a peur, c'est parce qu'on va faire quelque chose. Ça peut être motivant, ça peut être paralysant. C'est une question de perspective. Et c'est aussi ce qu'on disait avec Svenja dans les prises de parole en public. Bien présenter, c'est aussi savoir comment s'adapter à son public, ne pas faire toujours la même présentation et comprendre quelles sont leurs attentes. Donc en fait, cette peur versus cette satisfaction, c'est un peu une leçon aussi pour moi dans la vie, c'est-à-dire que on on peut pas s'attendre pour un saut en parachute comme avoir un enfant ou ce genre de choses. On peut pas être préparé. On peut avoir lu tout ce qu'on veut. On peut tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas s'attendre à la satisfaction. Elle peut être beaucoup plus grande que ce qu'on avait anticipé en disant ouais j'en ai un peu envie. Et on peut pas non plus dire bah je vais pas le faire parce que j'ai peur. Effectivement puisque bah on sait pas encore si c'est que des gens qui nous ont dit non ça s'est pas bien passé pour nous, il n'y a aucune raison que ça se passe mal pour vous. C'est peut-être qu'ils étaient mal préparés, peut-être que... Et donc, la question est plutôt de se poser comment est-ce que moi je vais me préparer. Il faut se dire aussi, hein, on parlait de la gestion du stress sur la prise de parole en public, mais parfois notre cerveau va anticiper du stress alors que les choses ne sont même pas arrivées. Hein. Si votre réunion ou votre grosse présentation elle est dans une semaine, vous commencez à cogiter alors qu'il ne s'est rien passé. Donc cette gestion du stress, on voit bien qu'elle est très intérieure et donc du coup c'est un dialogue interne. C'est pour ça qu'on disait de l'accueillir en direct quand vous êtes en public si jamais ça se présente. Donc voilà, en fait, on peut... en fait, quand on fait un saut en parachute la première fois, il y a des gens qui aiment pas, ça arrive, mais il y a plein de gens qui se disent je pensais pas que c'était aussi bien et je pensais que c'était bien pire. Et effectivement, dans leur tête et dans nos têtes, c'est difficile d'évaluer. Pourquoi c'est difficile d'évaluer? Parce que notre cerveau, il nous joue des tours tout le temps. Notre cerveau, il est magicien. Vous êtes déjà magicien de votre communication. Je suis sûr que vous le savez déjà. Il y a des fois où vous comprenez pas, mais tout se passe très bien. Et puis d'autres fois où rien ne se passe bien. Et effectivement, c'est parce qu'il se passe quelque chose de magique. Alors, c'est peut-être magique ou peut-être qu'il y a des explications à ça. Et ces explications, bah, c'est ce qu'on couvre au travers de toutes ces GDA Classroom. Et en fait, c'est ça, c'est rechercher cet invisible, en fait, cette invisibilité. Des choses, on les voit pas, et c'est pas pour ça qu'elles n'existent pas. Donc, c'est comme ça que les magiciens créent leur tour de magie, c'est comme ça que votre cerveau joue des tours de magie. Et en fait, ça, je vous invite à voir cette super vidéo de Combini Techno de Thomas Huchon qui explique l'effet Dunning-Kruger comme vous voyez sur Facebook, comme tous les gens, en fait, ont l'impression qu'ils en savent beaucoup plus que ceux qui ne le savent. Donc vous avez cette courbe, l'effet de Dunning-Kruger, c'est voilà, avant d'aller dans la vallée de l'humilité et de dire je sais que je ne sais rien, pour valider mes connaissances, eh bien avant, je préfère dire bah voilà, j'ai 3 certitudes, ça c'est mes 3 certitudes et c'est comme ça que je vais prendre mes décisions, c'est comme ça que je vais faire mes raccourcis. Et c'est une bonne chose. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. C'est un processus naturel. On a besoin de ça pour vivre. Si on devait tous les matins réapprendre à faire ses lacets, à se brosser les dents, à s'habiller, on ne serait pas sorti de la maison. Alors en ce moment, on ne sort pas beaucoup, mais on comprend en tout cas que au fur et à mesure de nos expériences, au fur et à mesure de notre environnement, notre cerveau va amasser du savoir et ce qui va lui permettre de prendre ses décisions ensuite. Et on a vu aussi que notre cerveau, il est très très intelligent dans le sens où il récolte, il prend toute l'information, il la filtre grâce à nos sens, mais elle n'est pas exactement là quand on veut. Et donc du coup, il y a quand même des projections et il y a quand même des filtres qui existent. Donc cet effet de Dunning-Kruger, on va jouer à un petit jeu ensemble. Je vais vous demander, est-ce que si je vous demandais de dessiner un vélo, et un vélo, surtout le fonctionnement, comment il marche, est-ce que vous pourriez là prendre une feuille et un stylo et dessiner ça?
Je vous laisse y réfléchir 2 secondes, puisque de toute façon, j'ai pris dans un autre livre, donc du coup sur Votre cerveau vous joue des tours, de Albert Moukébert, qui parle beaucoup de biais cognitifs, qui est neuroscientifique. Et donc je vous ai mis, j'ai pris ça dans son livre, c'est pour ça que c'est pas très bien scanné. D'ailleurs, j'aurais dû le prendre en photo avec mon téléphone, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je me suis dit que ce serait mieux le scan. Alors, votre cerveau vous joue des tours, est-ce que si vous l'aviez dessiné, ce serait plutôt A, plutôt B, plutôt C ou plutôt D? Je vous laisse y réfléchir. Et en fait, l'effet de Dunning-Kruger, il montre que ouais, on a souvent tendance à croire que on sait plus de choses qu'on ne sait. D'ailleurs, quand on était plus jeune, on disait oui, je suis prêt pour cet interro, et qu'on nous posait la question, on disait, on disait, euh, mince, je sais plus où j'en étais. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je disais sur le vélo, l'effet Dunning-Kruger. Oui, je disais, oui, tous les gens sur Facebook se croient virologues. Et effectivement, il y a plein de gens qui disent, voilà, je suis sûr de ça, alors qu'en fait. Et quand on nous disait, oui, je connais mon cours d'histoire, on nous posait une question, bah, on savait plus la date ou ce genre de choses, parce on savait qu'on l'avait lu, mais on savait pas qu'on l'avait retenu. Et ça, c'est une autre histoire. Donc, salut Caroline, cool de passer. Merci d'être là. Et ouais, c'est dur de dessiner un vélo et ouais, on a du mal à savoir comment marchent les choses. Et donc, quand on va dans le détail, on en sait plus. Alors, je vous laisse les regarder. En fait, la bonne réponse est aucun des vélos, ni A, ni B, ni C, ni D ne fonctionne. Et du coup, est-ce que vous aviez envie d'en choisir un, puisqu'on a envie de valider qu'on va trouver une réponse. Peut-être aussi c'était pour vous montrer que notre cerveau nous joue des tours à chaque instant. Et le magicien va être là pour créer une situation magique, pour créer de l'émerveillement, mais votre cerveau va être là pour vous faire fonctionner de manière fluide et vous cacher certaines informations. Et donc du coup, sans vous le dire, le magicien va vous le dire, il s'est passé quelque chose, votre cerveau ne vous le dira pas et vous vous rendrez compte plus tard ou vous ne vous en rendrez pas compte. Il y a peut-être des choses que vous savez maintenant que vous allez forcément que vous allez oublier après et votre cerveau ne va pas vous dire au fait j'efface ça parce que j'en ai plus besoin. Donc partons maintenant sur ces idées reçues. Qu'est-ce que j'entends souvent les gens dire sur le parachutisme? C'est juste pour commencer. Alors ça fait mal au ventre, j'ai le vertige. C'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que quand on va sauter, on va avoir ce mal au cœur, comme on peut avoir, je sais pas, dans un ascenseur ou dans un tour de manège. Alors non, euh, c'est vrai que votre corps va vous envoyer des signaux comme quoi il se passe quelque chose. Et quand vous allez sortir de l'avion, bah, effectivement, pendant 3 ou 4 secondes, vous allez avoir cet effet de tomber. Et cet effet de tomber, souvent, ça fait et ça remonte un petit peu. Par contre, une fois que vous avez atteint votre vitesse moyenne, c'est-à-dire à peu près 180-200 km/h, eh bien, vous êtes dans un matelas d'air. Et c'est ça qui va vous permettre de vous déplacer, c'est ça qui va vous permettre. Donc en fait, cette sensation de mal au ventre, euh, elle existe pendant quelques secondes, on va dire. Et aussi dans l'avion si vous voulez. Ensuite, le vertige. Le vertige, il a beaucoup à voir avec la notion du corps qui a un feedback du sol. Donc si votre corps n'a pas de, de contact direct avec quelque chose de dur avec le sol, il ne peut pas se repérer et donc ne peut pas avoir le vertige. Donc le vertige, ça va être quelque chose qui va être au début, peut-être quand vous allez monter dans l'avion, où vous allez vous décaler du sol, mais après, ça va partir assez vite. Donc déjà, je rassure pour tous ceux qui se disaient que ça allait. Alors oui, c'est sensationnel, il y a des sensations, mais c'est pas celle à quoi on s'attend. C'est dangereux, c'est pour les casse-coups. Bah, alors celle-là, elle était facile comme idée reçue. C'est pour ça que je vous montre une photo d'ailleurs des Soulflyers que j'admire beaucoup, qui sortent des vidéos toujours géniales et qui ont bien sûr une maîtrise extrême de tout, de l'air en général et de leur cascade. Et une maîtrise extrême, ça veut dire calculer ses risques, ça veut dire savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qui est trop dangereux. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple, hein, trop dangereux. On dit par exemple que le parapente est dangereux et le parachute est à risque. Pourquoi? Puisque en parapente, on va être souvent près des obstacles, des arbres, près des montagnes, et puis aussi près du sol. Euh,
en parachute, il y a moins d'accidents, mais si les accidents ils arrivent, c'est plutôt des collisions entre les gens ou à l'atterrissage ou à l'ouverture de la voile. Et ça, bah, effectivement, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Donc en fait, c'est dangereux, effectivement, mais tout est dangereux si vous traversez la rue, si vous tombez dans vos escaliers. Enfin bon, ça c'est toujours le même souci. C'est est-ce que vous avez envie de savoir ce qu'il est possible de faire, ou est-ce que on vous a dit que c'était dangereux et vous êtes resté sur cette idée-là. Voilà. Je, je pense, je ne dirais pas que il n'y a pas de risque, c'est un sport à risque, mais les risques sont limités. Et justement, ces idées reçues sur c'est pour les casse-coups, il y en a sans doute. Et après, il y a aussi des gens qui vont pas plus loin que leurs instincts, mais qui vont plus loin que leurs limites. Idée reçue numéro 3, on remonte quand on ouvre le parachute. Alors oui, toutes les vidéos donnent cet effet de remonter quand on ouvre le parachute, et même encore plus cette photo-là avec les jambes qui remontent complètement. En fait, c'est l'effet des vidéos, puisqu'on passe de 200 km/h à 30 km/h. Euh, Comme l'autre personne, elle, va continuer de descendre très très vite, on va avoir cet effet de remonter. Mais non, hein, si on remontait, ça casserait quelques vertèbres. Et effectivement, cette voile, elle est pliée de manière à s'ouvrir par étapes pour freiner son ouverture et donc freiner l'ouverture pour pas qu'on passe de 100 à 30 en une seconde, mais en 5 secondes par exemple. Et ça, c'est des astuces de pliage, des astuces bah, c'est ça, de rentrer dans le monde du parachutisme pour comprendre, tiens, mais comment fonctionne ma voile, comment elle va s'ouvrir, comment est-ce que je vais la plier, et voilà. Donc non, on remonte pas. Ensuite, il fait froid là-haut. Alors, il fait froid là-haut, ouais, je pense que Félix, il a dû avoir bien bien froid quand il a sauté de la stratosphère à 37 km, 35 km. Alors là, il est carrément dans la stratosphère, hein. Là, il fait froid, on sait pourquoi il a un scaphandre. Et ouais, il faut pas... Alors, faut... Les, les degrés dépendent aussi de la pression de l'air, la température dépend aussi de la pression, donc plus on va monter, moins il va y avoir d'air, plus il va faire froid. Par contre, quand on est au sol, au niveau de la mer, on dit que... Enfin, au sol, oui, sur Terre. Moi, je sais que c'est 5 degrés de moins tous les 1000 mètres. Donc, si vous allez à 4000 mètres, vous faites moins 20 degrés. Et effectivement, il peut faire un peu frisquet. J'ai déjà sauté à moins 24 en février dans le nord. Et c'est pas très très agréable. Mais c'est le premier saut de l'année, ça fait plaisir. Alors, du coup, est-ce qu'il fait froid là-haut? Il fait plus froid, forcément. Quand vous êtes l'été et que le fond de l'air il est chaud, bah ça fait pas, il fait pas froid, mais ça dépend, hein. Si vous avez un petit avion et qui met 30 minutes à monter la fenêtre ouverte, la porte ouverte, bah vous allez peut-être commencer à avoir un petit peu froid à un moment. Donc voilà, faut estimer un petit peu le temps de monter et puis aussi comment est l'avion et puis comment sont les gens. Je vais faire tout simple, hein. Quand j'arrive, en général, je demande aux gens qui sont sur place, tiens, est-ce que tu mets des gants, est-ce que tu mets pas de gants. Voilà, ça m'aide à savoir. Idée reçue numéro 5, ce n'est que pour les garçons. Eh bien non, ce n'est pas que pour les garçons. Il y a bien sûr une majorité de garçons, mais c'est aussi pour les filles. Et puis en plus, ça me permet de vous parler de Domi T. qu'on reçoit demain à 18h dans l'émission pour parler de soft skills, de parachutisme, et puis aussi de Marine, qui est hypnothérapeute, et avec qui on discutera de c'est quoi l'hypnose, comment ça marche, pourquoi est-ce qu'un hypnotiseur, c'est un magicien de sa communication, quels sont les outils qu'il utilise, et c'est ce que je disais aussi dans une autre émission, j'ai toujours au début trouvé ça magique quand un hypnotiseur claquait des doigts et que les gens s'endormaient, et je me suis toujours posé les questions de savoir comment ça fonctionnait. C'est pour ça que je me suis formé à l'hypnose, c'est pour ça que ça a beaucoup changé ma façon de communiquer aussi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette approche qui est de voir la communication comme une technologie, comme des outils qu'on peut apprendre, qu'on peut appliquer
Alors, on l'a vu, mais notre communication maintenant, elle est devenue automatique. Eh bien, si on remet une couche de conscience sur tous ces automatismes, ça va nous permettre de mieux les utiliser. Et c'est exactement ça dont on va parler. Et comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on voit, comment est-ce qu'on fait le pont, on fait les liens entre les différentes choses, bah, en parlant de parachutisme, en parlant d'hypnose, en parlant à tout type de personnes pour comprendre comment ils font, comment ils pensent. Et ça, c'est la base de la PNL, hein, d'aller voir les gens et de les modéliser, de leur expliquer, toi, comment est-ce que tu arrives à faire ça. Et Domi, j'ai envie de savoir, c'est quoi les entraînements d'une championne du monde. Qu'est-ce que ça t'a appris, qu'est-ce que ça a développé comme compétence chez toi maintenant. Elle est partout, Domi, elle est chez Zero Gravity, c'est une super entrepreneuse. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir l'interviewer et que vous soyez là aussi pour lui poser vos questions. Et puis Marine aussi, voilà, des voyages de l'esprit. En tout cas, vous pouvez aller voir leur compte Insta et puis on pourra leur poser toutes nos questions. Du coup, demain à 18h et puis jeudi à 20h. En tout cas, ouais, c'est pas que pour les garçons et c'est cool d'avoir une touche féminine, enfin bien sûr d'avoir enfin voilà, plein de gens. Mais en fait, c'est pas que les filles, hein, c'est des gens de partout. Hein. Mais ça, c'était parce que voilà, c'était juste pour en tout cas montrer qu'on avait des super athlètes dans le parachutisme. Marine, elle fait aussi de la wingsuit, donc on pourra lui parler aussi de ça. Alors, dans la pratique, qu'est-ce que ça peut apporter le parachutisme? Mais là, je suis vraiment dans l'optique de vous réfléchissez à vos passions, à vos disciplines. Il faut savoir que le parachutisme, pour moi, c'est vraiment une discipline et une que je trouve le plus similaire, c'est la plongée sous-marine. Euh, Même si c'est dans des rythmes et des notions de temps, de fenêtres de temps qui sont complètement différentes, il y a une notion de matériel, de préparation, de survie, euh, d'environnement, de gérer un nouvel environnement. Et tout ça, c'est vraiment des situations bah voilà, qui vous apprennent sur vous et qui vous apprennent comment vous êtes dans des situations de stress. Alors clairement, moi, à mon premier saut, situation de stress extrême, mes jambes, j'avais des fourmis, je ne sais pas ce qui se passait, que j'ai fait mon saut, ok, bon, comme on m'avait dit, hein, de toute façon, je réfléchis plus là, je savais plus où était mon cerveau, j'étais à la porte de l'avion, j'avais 20 ans, et du coup, j'ai sauté, ça se passait bien, j'ai beaucoup aimé. Je me rendais pas compte que une de mes jambes, j'avais même pas le contrôle d'une de mes jambes, qu'elle bougeait un petit peu comme ça. Et puis, on a fait quelques exercices de communication, j'arrivais un petit peu à communiquer. Et puis, le moment où on m'a dit ça, c'est le signe pour faire ton parachute, bah moi j'étais là, ouais, c'est génial, j'adore et tout. Non, mais là, c'est l'heure d'ouvrir ton parachute, c'est l'heure d'ouvrir ton parachute. Donc, on m'a fait 4 fois le signe. Et puis, ah oui, non, mais c'est trop tard. Donc, quelqu'un, le deuxième moniteur, l'a ouvert avec moi. Et du coup, voilà, c'était une grosse situation de stress. Euh, il y en a il y en a eu plus d'une autre. La sortie de l'avion, c'est pas quelque chose qui, moi, était naturel. Je pense que le parachutisme, c'est pas quelque chose où on se dit, ah oui, c'est pas instinctif. Il y en a pour qui c'est un rêve. Il y en a d'autres pour qui c'est pas la même chose. Moi, je savais que il y avait des choses qui me plaisaient beaucoup dans cette discipline. Après, je savais pas que ça allait m'apprendre à savoir réfléchir dans des situations de stress. Vous êtes dans l'avion, il y a beaucoup de bruit. euh, et c'est aussi ça, en fait, savoir anticiper, c'est savoir se dire, tiens, mais en fait, dans cette situation, je pourrais moins réfléchir. Donc, autant que tout soit prévu avant. Tiens, comment est-ce qu'on va être à la porte de l'avion? Tiens, on va se mettre comme ça. Moi, je vais mettre ma main ici. Tiens, moi, je vais me mettre comme ça. Et une fois qu'on sera dans l'avion, on n'aura plus qu'à se dire, tu te souviens, on fait bien ça? Oui, c'est bon. Et on le voit souvent aussi, parfois, quand c'est pas bien briefé, les gens qui commencent à parler dans l'avion et en fait qui essayent de se dire quelque chose. Et là, la communication passe moins parce qu'il faut que ce soit beaucoup plus rapide et on a moins ces facultés de réfléchir dans ces situations. Donc, soit on anticipe bien et pour bien préparer cette situation de stress, comme une prise de parole en public. Est-ce que vous avez tellement préparé que vous êtes complètement focus sur votre présentation et vous oubliez de vous ouvrir sur votre public et de réfléchir avec lui et d'être à l'écoute du public?
ou alors est-ce que vous êtes complètement la tête dedans? Est-ce qu'on peut dire aussi la vision tunnel? Et effectivement, ça se voit beaucoup en parachute, où la vision va se rétrécir dès qu'on va avoir des nouvelles choses à faire, pour une fois se réouvrir, une fois qu'on maîtrise mieux ces choses-là, que notre corps les a apprises et qu'on va pouvoir regarder en même temps qu'on fait quelque chose. Donc, non seulement ça apprend à réfléchir en situation de stress, mais ça apprend aussi que c'est difficile de réfléchir en situation de stress et qu'on a du mal à dialoguer avec soi. Dialoguer avec soi, clairement, on reverra ça aussi dans l'hypnose, puisque c'est la semaine prochaine le thème de l'hypnose, de la Jedi Classroom. Et mieux dialoguer avec soi-même. Alors, il y a une image que j'aime beaucoup qui est celle de notre conscient, c'est le chauffeur d'éléphant, et je ne sais plus comment on appelle ça, et l'éléphant, c'est votre inconscient. Et il va falloir se mettre d'accord avec votre éléphant pour savoir où on veut aller, c'est quoi la bonne direction. J'aime beaucoup ça, puisqu'on comprend très bien que c'est l'inconscient qui va prendre les décisions. S'il n'est pas d'accord, c'est lui qui va nous emmener là où il veut. Et on se rend parfois compte qu'il nous emmène quelque part et on ne sait pas pourquoi et pourquoi. Donc en fait, l'idée, bien sûr, c'est de remonter sur son éléphant et de mieux dialoguer avec son moi. Donc clairement, dans le parachutisme, ça va être je sais qu'à la porte de l'avion, je suis en stress, du coup, il va falloir que je travaille là-dessus. Qu'est-ce qui va m'aider à travailler? En fait, je me souviens qu'un pote m'avait dit, je ne sais pas pourquoi tu te mets la pression, alors qu'une fois que tu sors de la porte, on va tomber. Et effectivement, je me dis, ah oui, mais si je suis en l'air, ah oui, mais si je suis comme ça. Et effectivement, en fait, c'est l'avion l'obstacle. Donc, il ne faut pas se prendre l'avion. Il ne faut pas se prendre le bout de l'aile, il ne faut pas se prendre machin. Mais si on tombe, au pire, on rate et rien se passer. Après, c'est la tête qui travaille. Quand on sort, on appelle ça les réflexes de terrien. Effectivement, on a envie de prendre des appuis. Parfois, on a envie de se retenir. Et quand on veut voler, il faut se relâcher. Il faut être comme une feuille. Il faut avoir euh, voilà, envie de sentir l'air, mais pas envie d'avoir appuyé dessus, sauf si on a envie de se déplacer. Donc, du coup, c'est complètement contre-intuitif. Et ça permet, du coup, cette remise en question, en fait. De se dire, tiens, mais je pensais faire ça, mais en fait, c'est pas ça que je fais. Donc, est-ce que je maîtrise mon corps? Est-ce que je maîtrise mes gestes? Ou est-ce que quand je suis en pleine panique, eh bien, j'arrive plus à dialoguer et j'arrive plus à savoir ce que je vais faire. Donc, ça apprend à mieux maîtriser son corps, en fait. Et pendant une prise de parole en public, c'est aussi le cas. On se dit, oui, c'est bon, je vais tout maîtriser. Forcément, la pression, elle monte, on a du public, il y a des gens qui regardent. Donc, on maîtrise moins bien ce qu'on fait, on maîtrise moins bien son écoute. Si en plus, on a mal préparé, alors là, on n'écoute plus rien, on est complètement self-centered, complètement centré sur soi. Et on va avoir du mal à prévoir, à avoir non seulement gérer son trac, donc mieux dialoguer avec soi-même, mais aussi à interagir avec les autres. Donc clairement, euh, dans la pratique, ça permet aussi, c'est ce que je disais, de mécaniquement forcer à changer ses perspectives. C'est pas tous les jours qu'on saute d'un avion, c'est pas tous les jours qu'on fait un saut en tandem. Ça permet aussi de relativiser, ça permet de voir qu'il y a des gens qui font ça. Ah, ils ont fait 10 sauts dans la journée. Ah, on fait qu'un saut dans la journée. Enfin, en tout cas, mécaniquement, ça permet de changer ses perspectives. Et c'est clair que je vous disais, j'ai eu de la chance de pouvoir voyager, puisque et de faire du parachute, puisque quand je suis, parfois une fois j'ai fait un Paris-Marseille en voiture, je déménageais, et ben je me suis arrêté à Lyon pour faire 2 sauts et après repartir. Et quand je suis allé dans l'avion, il y a un gars qui était là dans l'avion qui me disait, t'as déjà sauté ici? Non? Et ben voilà, ça c'est Lyon. Tu vois, il y a le parc de la Tête d'Or là-bas, là c'est Confluence. Et j'avais jamais vu la ville comme ça. Et je pourrais aller voir sur Google Maps, pourquoi pas. D'ailleurs, quand j'ai redécouvert Google Maps en réalité virtuelle, j'ai kiffé. Et quand j'ai dû m'installer à Marseille, je suis allé visiter Marseille en réalité virtuelle. Parce que grâce à Google, on peut vraiment sauter de toit en toit, avoir une vue de la ville qu'on peut avoir nulle part ailleurs. Et c'est vraiment s'immerger. Et d'ailleurs, pour moi, la réalité virtuelle, c'est un autre outil qui permet de changer ses perspectives, de connaître différents univers, de connaître différentes réalités, et donc du coup de relativiser par rapport à sa propre expérience qu'on fait de la réalité de tous les jours. Donc, pour tous ceux qui sont musiciens, pour tous ceux qui sont sportifs, toutes ces disciplines,
elle vous apporte des choses au jour le jour et au quotidien. Et on peut se dire oui, mais non, c'est bon, tout le monde joue au foot, ou oui, c'est parce que je fais ça. Mais en fait, c'est pas inné. Et j'aimerais bien que tout le monde remette de la conscience sur ses passions pour justement chercher ce que ça leur a fait travailler et qu'elles puissent exceller dans certains domaines grâce à ça, en se rendant compte que, bah, en fait, si c'est le meilleur passeur au foot, c'est parce qu'en fait, il sait, il a une vue du terrain. Peut-être qu'il a une vue de haut, peut-être qu'il arrive à voir tous les joueurs, peut-être qu'il arrive à sentir leurs mouvements. Je sais pas. En tout cas, c'est à vérifier et à comprendre pour justement jouer de ces mécanismes et les mieux les utiliser. Donc une fois qu'on comprend que bah, c'est une infinité de possibilités et qu'en fait c'est juste notre imagination qui nous limite, et ben en fait tout est possible. Et magicien de la communication, devenir magicien de sa communication, c'est comprendre que nos croyances sont parfois limitantes, que c'est nous qui nous les sommes fixées, que effectivement quand on est magicien de la communication, tout est possible en termes de motivation, d'objectifs, de ce qu'on veut faire. Parce que si on est magicien de sa communication, on sait que même si on se fixe un objectif très très lointain, eh ben on sait que ça va prendre du temps, on sait que ça va se faire par étapes, on sait que ça va pas prendre exactement le chemin qu'on voulait, et donc du coup, on va être beaucoup plus flexible, on va pouvoir beaucoup plus s'adapter. Quand quelqu'un, quand un fournisseur, quand un prestataire, quand il y aura des problèmes, eh ben on va pouvoir reprendre et se dire, est-ce que je me focus sur le problème ou est-ce que je cherche toutes les solutions qu'il y a autour. Et ça, c'est ce qu'on disait, c'est l'entrepreneuriat, c'est un mindset, c'est une dynamique. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai? Et c'est intéressant quand je dis ça, ça me pop tout de suite, mais le magicien, c'est pareil. C'est qu'est-ce que je peux faire avec ce stylo? Comment je vais faire croire qu'il a disparu? Et quels vont être les mécanismes en jeu pour convaincre la personne que ça a été fait? Donc cette infinité de possibilités, elle est toujours là dans n'importe quelle situation. Et dans une prise de parole en public, il y a toujours moyen de dire attendez, je fais une petite pause, il faut que je boive un verre d'eau. Est-ce que, ok, je sais pas si vous suivez tous, est-ce que vous avez des questions? Voilà, ça va permettre en tout cas de ne pas se focaliser sur quelque chose, une chaise qui est tombée, tiens, quelqu'un qui arrive en retard. Est-ce que, voilà, quel est votre message? Quelles sont les possibilités? Et je vous dis ça aussi puisque une fois, j'allais sauter et puis il y avait quelqu'un qui me disait ah bah nous on aimerait bien sauter à 4 et puis moi j'aimerais bien faire des tours autour pour prendre des vidéos. Il me disait mais c'est possible ça? Bah oui c'est possible en fait c'est juste toi qui n'y avais pas pensé avant. Donc à chaque fois il y a toujours d'autres solutions et trouver des solutions c'est être réaliste sur les problèmes mais pas complètement focus là-dessus. Donc, dans la pratique, ça permet aussi de développer des automatismes sur, par exemple, avoir plié son parachute. Quand on apprend à plier son parachute, on apprend à le faire euh, lentement. Bah, déjà, on ne peut pas faire plus vite. Et puis, surtout, par geste automatique. Donc, comment mes mains vont bouger, comment est-ce que je vais le mettre. Et par exemple, ces automatismes, on sait aussi que si quelqu'un vient nous interrompre à ce moment-là, est-ce que je suis à un endroit où on peut m'interrompre? Ou alors est-ce que, ah non, j'avais pas fini quelque chose, oui, j'arrive dans 30 secondes. Ça, c'est aussi très intéressant au bureau, puisque c'est vrai que avoir travaillé sur l'organisation et sur les automatismes, euh, quand on est interrompu, notre cerveau, il aime jamais, en fait, il aime bien se concentrer sur une tâche. Et une fois qu'il est interrompu, il a tendance à oublier. Il a du mal à refermer. Ou alors, il va faire une erreur. Tiens, on était en train de taper quelque chose. Oui, qu'est-ce que tu voulais? Oui, ah, ouais, ok, j'en étais là. Et on va souvent faire des raccourcis. Et donc, quand on plie son parachute, on ne peut pas se permettre de faire les choses plus vite et qu'elles ne devraient être faites. Et donc, il va falloir mettre des gestes sûrs pour que consciemment, on puisse se dire toujours oui, je sais que j'ai fait cette étape et que je l'ai faite bien. Et il y a vraiment plein de... Dans la formation du parachutisme en soi, euh, qui peut être long, qui prend du temps, parfois il n'y a pas la bonne météo, ben on va apprendre à répéter et à faire les choses. Et une fois qu'on a acquis sa technique de pliage, c'est difficile d'en changer, c'est difficile de changer ses automatismes. Et par exemple, moi, je me suis refait un cours de pliage il y a un an, et en fait, euh, il y avait
Adrien, le plieur, salut Adrien d'ailleurs, qui m'a trop aidé. Et en fait, il m'a dit, bah, en fait, tu mets trop de force dans tes gestes. T'es trop raide. Et franchement, juste après, je me suis juste un petit peu détendu. J'ai plus conscientisé ces gestes et je me suis amélioré dans mon pliage. Pourquoi? Parce que j'avais bien les bons gestes, mais que je me rendais pas compte que j'étais en force, alors que en fait, s'il y avait rien à changer, mais qu'il fallait juste plus fluidifier. Et donc, bah voilà, je m'attendais pas à ça non plus. Mais remettre une couche de conscience dans tous ces apprentissages, ça permet de remettre à jour sa salle des commandes, ça permet de redévelopper des nouveaux automatismes. Et je sais très bien que vous savez communiquer. L'idée, c'est de développer des nouveaux outils de communication pour les ajouter à votre base qui existe déjà et pour que parfois vous puissiez vous dire, tiens, mais si j'essayais de faire ça là, est-ce que ça marcherait? Quel impact ça aurait? Et qu'est-ce que je peux en retirer comme efficacité? C'est pour ça que dans la présentation sur parler avec soi-même et avec les autres, je vous demandais de vous mettre une note sur votre communication de coefficient interne et votre coefficient de communication externe pour vous donner une moyenne et pour vous montrer que votre communication, c'est une des choses les plus importantes dans votre efficacité au travail et dans votre vie de tous les jours. Puisque à compétence technique égale, c'est votre aptitude à faire passer vos idées, à faire adhérer les gens, à fédérer, qui va faire la différence. Donc des automatismes de communication, bah, ça tombe bien, je vous ai fait préparer toute une presse sur les prises de parole en public, où dedans il y a plein d'outils qui permettent de créer des conditions parfaites pour des automatismes aussi pour des prises de parole en public. Donc dans la pratique, bah, ça permet de développer sa confiance en soi, pas d'être sûr de tout et d'en savoir plus que les autres, mais plus la confiance d'être sûr de soi. Et c'est ce que je disais quand c'est intéressant dans les, dans les dans les écoles de parachutisme, euh, comment les gens vous posent des questions et quand ils attendent la réponse. C'est-à-dire, t'as bien fermé ton parachute? Oui. Oui, c'est pas oui. C'est pas oui. C'est pas le oui, je suis pas sûr. C'est oui, je suis sûr. Il faut que quand je le dise, toi, tu comprennes aussi que moi, je suis 100% sûr de moi. Et cette intention, cette confiance en soi, c'est important dans la communication pour que l'autre comprenne que oui, je suis sûr de moi et que euh, étape par étape, on a réussi à développer, à vaincre ses peurs, à mieux communiquer avec soi-même et à comprendre des nouveaux moves. Même la soufflerie, c'est génial pour développer sa confiance en soi. Et on en parlera avec Marine jeudi soir. Mais effectivement, mieux comprendre comment son corps fonctionne, mieux comprendre dans quelle situation il se comporte de telle ou telle manière, et ben, ça permet de développer sa confiance en soi, de mieux se connaître. Et ça veut dire aussi puisque vous allez devenir magicien de votre communication, se dire tiens mais là c'est pas encore pour moi, ça c'est un cran au-dessus, par contre je peux y arriver peut-être en y allant par petites étapes et en faisant ça d'abord. Et ce impossible deviendra possible. Donc il y a plein de choses qui sont possibles d'apprendre et je pense que si vous avez envie, vous pouvez. La question c'est est-ce que vous allez trouver le bon guide? Est-ce que vous allez trouver les bonnes petites étapes et les bonnes satisfactions? Puisque procéder étape par étape, ça permet de commencer quelque part et de se dire tiens mais ok je l'ai pas fait aujourd'hui, mais aujourd'hui j'ai pensé à ce que je devais faire demain et demain il faut que je fasse ça. Et ces petites étapes, c'est clairement les étapes aussi de l'apprentissage où vous n'avez pas appris à marcher du jour au lendemain, vous n'avez pas appris à écrire, vous n'avez pas appris à comprendre, à apprendre une autre langue, tout ce que vous avez appris, vous avez mis du temps, vous, êtes, vous avez galéré, vous avez fait des efforts, et il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, à l'âge que vous avez maintenant, si vous avez envie d'apprendre quelque chose, ça va te faire comme ça. Alors, du coup, devenir magicien de sa communication, c'est dire, ok, tout est possible, mais quelles vont être les étapes réalistes, identifiables, que je vais pouvoir faire pour y arriver? Donc, clairement, toutes les situations où on est maintenant sont aussi le résultat de toutes ces petites étapes qu'on a fait avant. C'est-à-dire, si je fais jamais de sport,
Est-ce que c'est bien d'aller faire un marathon directement? Je sais pas, ça va peut-être être un peu difficile. Par contre, faire par petites étapes. Et si je fais pas de sport, mais que j'en faisais avant, c'est quelles ont été les petites étapes qui m'ont aussi fait descendre. Je me suis pas arrêté de faire j'allais courir toutes les semaines et après je vais plus courir d'un coup. C'est j'y allais plus, ah, allez, il y a mon ah, j'ai pas envie, ah, ça il pleut, ah. Et puis après bah, petites étapes par petites étapes. Donc en fait, cet escalier bah il va dans les deux sens et après c'est à vous aussi de savoir quel sens je veux qu'il aille. Qu'est-ce que je vais pouvoir me motiver pour commencer? Est-ce que ça va être trop dur et du coup je vais peut-être abandonner au bout d'un moment parce que j'y arrive pas? Est-ce que ça va être trop facile et du coup il n'y a pas de challenge, ça me permet pas d'avancer? Voilà, ça va être difficile de trouver la barrière et c'est aussi aux gens et aux les gens qui sont des bons profs de vous aider, de comprendre qui vous êtes pour vous apporter la meilleure façon d'apprendre. Et moi, c'est Jedi Classroom, clairement, c'est des cours que j'aurais voulu avoir quand j'étais en école d'ingé ou même avant, puisque voilà, si je les design comme ça, c'est parce que c'est des cours comme les cours que j'ai pas eu, quoi. Et j'ai envie, voilà, que ça vous fasse travailler, ça vous rende curieux sur différentes choses et que ça vous donne des idées et clairement que ça booste votre créativité. Donc je pense que ces étapes-là, ça, procéder étape par étape, clairement, ça peut s'appliquer à tout. Et vous pouvez apprendre tout. Et le Jedi Classroom, c'est se dire, euh, si j'allais dans le désert et que je trouve la lampe à génie, euh, la lampe à huile, et qu'il y a écrit frotte là et tu as le droit de faire un vœu, et ben je sais pas ce que vous feriez comme vœu, mais un vœu très simple qui, qui est très. Voilà, c'est le vœu. C'est deep, mais en tout cas, j'aimerais. Le vœu, c'est de pouvoir apprendre facilement à apprendre. Et comme ça, si vous avez envie de devenir riche, faire ce que vous voulez, je ne sais pas, et ben en fait, vous pourrez l'apprendre facilement. Comme ça, apprendre facilement les choses, ça vous permet de savoir tout faire. Alors, apprendre facilement, et ben en fait, ça s'apprend. Et clairement, ça, c'est des soft skills. Et ça, je vous en parlerai dans les deux dernières Jedi Classroom, les Jedi Classroom Master, et pour que vraiment la force soit avec vous et que les invités puissent vous raconter quels sont leurs parcours, comment ils ont réappris à lire, comment ils ont réappris à penser. Et ça, c'est pas des choses qu'on nous apprend tout le temps dans le circuit classique, puisqu'on nous apprend à tous penser pareil. Et ça, c'est clairement pas des choses qu'on nous apprend à l'école. Donc, comment identifier ces petites étapes? C'est ça qui va vous permettre d'avancer. L'hypnose, ça s'apprend. Le parachutisme, ça s'apprend. La couture, ça s'apprend. Le ski, ça s'apprend. Tout s'apprend. Est-ce que vous avez envie de mettre le temps? Est-ce que vous avez envie de mettre l'attention et la motivation? Voilà. Et la motivation, c'est toujours pareil. Les gens disent ça n'existe pas. Et j'avais vu cette vidéo qui était très drôle, qui disait, bah c'est vrai, si je te demande de venir devant chez moi demain à 3 heures du matin, y a peu de chances que tu le fasses. Après, si je te dis que je te donne 2 millions de dollars, si tu viens demain matin à 3 heures pétantes devant ma porte, eh ben, je sais que tu seras là à 2h58. Donc, la motivation, c'est une question de mindset, c'est pas une question d'argent, c'était pas ça le point, c'est une question de trouver la bonne chose qui nous fait nous motiver. Qu'est-ce que ça nous procure, de quoi est-ce qu'on a envie? Et au final, j'ai pas fait du parachutisme pour développer ma confiance en moi, hein, clairement pas, mais ça nous met face à nous-mêmes. Ça permet de découvrir de nouveaux univers. Je m'attendais pas quand j'ai commencé à faire un saut, bah, en faire autant derrière. Et puis découvrir que, en fait, le parachutisme, c'est des gens qui fabriquent des voiles, qui fabriquent les meilleures voiles. Puis c'est les gens qui fabriquent les meilleurs sacs pour que ce soit le plus confortable. Puis c'est des gens qui font des combis pour que ce soit stylé, pour que ce soit ergonomique. Voilà, il y a toute une industrie, tout un univers. Mais ça, c'est bien sûr pour toutes les disciplines. C'est pour ça que je pouvais parler du parachutisme. Et faire un pas vers quelque chose qu'on ne connaît pas,
bah, c'est aussi se laisser la possibilité de découvrir plein de nouvelles choses, comme la communication, clairement. Et donc voilà, bienvenue dans Stargate, dans Matrix. L'idée, c'est de comprendre sa Matrix, comprendre comment elle fonctionne, pour pouvoir la modeler et pour pouvoir avancer et découvrir de nouvelles façons de s'inventer, de se réinventer. Donc le parachutisme, je disais, alors qu'il y a les gens qui vont faire du free fly, comme Domi demain, qui vont faire des figures, qui vont maîtriser l'air avec leur corps. On appelle ça aussi maintenant le body flying, puisqu'il y a des gens qui savent faire du body flying sans avoir jamais sauté d'un avion. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, c'est une discipline. Il y a même des Wing Games, les les Jeux Olympiques de la soufflerie, quoi, du simulateur de chute libre. Et donc ça, voilà, c'est encore un nouvel univers. C'est comment est-ce qu'on va bouger avec son corps, comment est-ce qu'on va pouvoir, dans un espace restreint, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Et il y a plein de gens qui, depuis 10 ans, là, qui inventent des nouvelles figures, qui inventent une nouvelle maîtrise. Et je suis fasciné par ça aussi, c'est incroyable. Après, vous allez avoir les gens qui travaillent sur les voiles et qui vont travailler à leur précision d'atterrissage. Après, vous avez aussi l'aviation. Moi, ça me permet de voir différents avions, de comprendre c'est quoi, comment ça marche un avion. Au final, c'est comme le vélo, je vous disais ça. Un avion, comment ça vole, on le sait un petit peu. Et moi, je sais pas plus que ça, mais c'est vrai que d'avoir pu avoir différents avions, j'ai pu voir que bah, y en a certains qui ont deux moteurs, il y en a certains qui ont des réacteurs. Et au final, j'avais jamais fait trop le lien avant de pratiquement pouvoir découvrir ça sur le terrain. Et en plus sur le terrain, pourquoi je continue, bah, parce que ça me permet de rencontrer des gens de tous horizons et c'est pas partout. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que bien sûr ces gens, bah, ils sont, je sais pas, il y en a qui travaillent pour les pompiers, il y en a pour l'armée, il y en a qui sont avocats. Parfois, on se demande même pas ce qu'on fait, mais il y a des gens d'un petit peu partout puisque on peut sauter partout dans le monde. Donc il y a toujours des gens qui sont là et qui partagent leur passion, leur même passion. Donc c'est vrai qu'on dit que bah oui, ça resserre les liens, mais là en plus cette passion, c'est le fait d'être sûr qu'on est prêt à sauter d'un avion ensemble et à atterrir en toute sécurité. Donc il y a un autre enjeu aussi, et c'est vrai que euh, le fait de côtoyer tous ces gens, bah, ça donne plein d'idées, ça donne toujours une ambiance très sympa, puisque en fait tous ces gens, euh, et ben en fait ils ont vécu toutes ces étapes où ils ont pu vivre le parachutisme, c'est mieux dialoguer avec eux-mêmes. Et en fait, on peut pas mentir quand on fait du parachute, c'est-à-dire que il y a des fois on a peur, ouais, ça fait peur. Et cette peur, on doit l'accueillir, on doit travailler avec soi-même. Et là aussi, c'est une question de est-ce que ça va me paralyser, est-ce que ça va être motivant, est-ce que ça va être stimulant. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence sur est-ce que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort et à faire des erreurs et à vous rendre compte que bah, peut-être vous ne savez pas le faire, ou plutôt rester à ne pas savoir que vous ne savez pas. Donc ça, on en reparlera encore, c'est les 4 étapes de l'apprentissage, mais effectivement, ça permet de conscientiser tout ça, ça permet de savoir qu'on peut l'utiliser pour soi-même, et effectivement, est-ce que quand vous regardez dans la glace, vous, vous voyez le lion qui est en vous, ou est-ce que vous voyez le loser? Ça dépend des jours, hein, clairement ça dépend des jours, on peut pas tout le temps avoir envie de tout fracasser, avoir tout le temps la patate et tout. Mais même, en tout cas, ça veut dire aussi que quand on l'a pas, on sait se demander pourquoi, on sait se demander quoi faire pour la retrouver et repartir sur les chapeaux de roue. Donc voilà, en conclusion, j'aimerais moi vous demander si vous voulez partager bah, quels sont vos super pouvoirs. Est-ce que vous avez différentes leçons ou pratiques ou tips, conseils que vous pouvez utiliser dans votre vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça a développé comme soft skills chez vous? Et et en fait, comment vous les utilisez? Est-ce que ça vous paraît normal? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez réalisées pendant la présentation? Voilà. En tout cas, c'est un sujet
qu'on va continuer d'approfondir du coup avec Domi demain. Et puis elle nous dira qu'est-ce qu'elle entend, c'est quoi les idées reçues, c'est quoi les soft skills, les différentes choses. Je sais pas. En tout cas, si vous avez des questions, ce sera open pour lui poser. Ça commence à 18h. À 17h, je ferai un petit live Facebook pour revenir un petit peu là-dessus. Ouais, tout à fait. Bah, moi, je suis tout à fait d'accord, Caroline. J'en ai pas trop parlé, effectivement, du lâcher prise. Alors, je pense que c'est un mot-clé dont on parlera clairement dans l'hypnose, puisque ça en fait aussi beaucoup partie. Et la maîtrise de soi, bah, ça, c'est vrai on en a pas mal parlé. La maîtrise de soi, ouais, c'est ça, de savoir que bah, notre corps nous envoie des signaux. Et quand je dis dialoguer avec son corps, c'est intéressant. Ça veut pas dire écouter les mots qu'il nous dit. Ça veut dire écouter les signaux qu'il nous envoie. Écouter, ressentir. Et ça, euh, bah, quand on a le stress, quand on a les mains moites, quand on tremble, quand on bégaye, et bah, ça, c'est des signaux que notre corps nous envoie. Et c'est pas des mauvais signaux, c'est juste qu'il essaye de vous dire quelque chose. Et donc, soit les accepter, soit en tout cas les prendre en compte de différentes manières. Ça dépend de votre personnalité. Bah écoutez, je pense qu'on a fini pour la Jedi Classroom d'aujourd'hui. Et puis voilà, je vous ai annoncé un petit peu le programme pour la suite. Donc demain, Domi, mercredi, pour parler encore de soft skills. Et puis pour avoir son ressenti, son rendu, pour lui poser nos questions. Merci beaucoup aux gens qui étaient présents. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Sur Discord, je vais mettre tout le contenu là de la présentation. Et cet après-midi, je vais vous publier celle qui s'appelle Prise de parole en public, des outils pour réussir. Elle est très cool, on l'a finalisé hier. Et, euh, et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Merci beaucoup d'avoir été présent. Et puis voilà, 3 fois par semaine, demain à 18h sur le site. Et puis jeudi à 20h. Ciao, ciao!